Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Depuis 1991 et la chute de l'Union soviétique, de nombreux décideurs ont cru que nous allions connaître un environnement international pacifié. C'est ainsi que depuis cette époque, les lois de programmation militaire se sont distinguées par leur réduction d'effectifs et la limitation des équipements. C'est ce que disait M. Furst tout à l'heure. La loi de programmation militaire 2019-2025 a posé les jalons de la remontée en puissance de notre pays et l'objectif d'une autonomie stratégique nationale et européenne pérenne, l'ambition 2030, a été affirmée. Le projet de loi de finances 2019 est la première étape de cette ambition. Le programme de préparation des forces navales, avec plus de 5,3 milliards d'euros en autorisation de paiement, soit 117,8% par rapport à 2018 et 191% par rapport à 2017, et 2,4 milliards d'euros de crédits de paiement, 5,5% par rapport à 2018, 8% par rapport à 2017, traduit un certain nombre de priorités. Premièrement, le plan famille, consacré au personnel militaire et civil ainsi qu'à leurs familles. Le renouvellement accéléré de nos capacités opérationnelles en remplaçant nos matériels anciens par des équipements modernes. L'autonomie stratégique nationale et européenne, dans laquelle la France sera au cœur des coalitions. L'innovation permanente afin d'assurer la supériorité opérationnelle et technologique de nos armées face aux défis futurs. Dans une première partie, j'aborderai ces priorités à travers les crédits 2019 qui leur sont consacrés. Et dans une seconde partie, j'aborderai la guerre des mines. Elle soulève des enjeux primordiaux tels que l'innovation permanente et l'autonomie stratégique dans le cadre de nos missions de dissuasion nucléaire. La loi de programmation militaire ouvre la voie à un programme très important de réarmement de la marine nationale. Elle a une double ambition. Consolider nos capacités militaires, jugées insuffisantes, et moderniser nos forces navales. Les crédits du projet de loi de finances 2019 vont dans ce sens. C'est un marqueur incontestable de la remontée en puissance de nos armées. Bien sûr, pour y parvenir, le suivi rigoureux de l'exécution du budget 2019 sera indispensable. Mais comment pouvons-nous ainsi réparer et renouveler l'existant tout en bâtissant une puissance militaire française et européenne autonome d'ici 2030 ? Certains constats sur nos capacités militaires sont nécessaires. Premièrement, un déséquilibre important persiste toujours entre les ressources et les activités de nos forces navales. La marine ayant connu des déflations d'effectifs excessives, cela a eu pour conséquence une réduction inquiétante des moyens consacrés à la formation des marins, alors qu'ils occupent de plus en plus des postes nécessitant une haute qualification. Deuxièmement, des réductions temporaires de capacité, survenues ou prévisibles, résultent bien sûr d'investissements passés très insuffisants. Par exemple, les patrouilleurs de haute mer sont aujourd'hui en fin de vie, ce qui fait qu'en 2025, leur renouvellement sera crucial. Des tensions persistent, par exemple, quant à la disponibilité des avions de patrouille maritime Atlantique 2. Enfin, les infrastructures sont encore trop souvent délaissées. Lors de mon déplacement sur la base de Toulon, j'ai relevé un certain nombre de faiblesses de nos infrastructures d'accueil, notamment celles des frégates multimissions. Les crédits pour l'entretien des infrastructures courantes ne couvrent aujourd'hui que 30% des besoins. Ce n'est pas suffisant. Sauf si je suis mal informé, je trouve aussi regrettable qu'il n'existe pas une répartition précise des crédits d'infrastructure entre les armées dans le programme 212, soutien de la politique de défense. L'ensemble de ces insuffisances majeures devient de plus en plus problématique dans un contexte stratégique où nous assistons à un retour du combat en haute mer, comme nous l'avons observé au large de la Syrie cette année. La France est mobilisée sur tous les océans et cette situation de suractivité touche toutes les composantes de la marine nationale. Prenons par exemple la force maritime des fusiliers marins et des commandos. Son niveau d'activité dépasse ses capacités aujourd'hui d'au moins 15%. Les hommes ont alors un grand besoin de récupération physique et psychologique. Néanmoins, les crédits pour 2019 s'inscrivent dans l'ambition de modernisation des forces navales. La LPM répond à des besoins avérés avec notamment la relève du format de la trame patrouilleur à 19 unités, dont 18 en service jusqu'en 2025. Ceci est conforme aux recommandations formulées dans mon rapport pour avis l'année dernière. Je me félicite également qu'un nombre de 18 patrouilleurs
avion maritime rénové Atlantique 2 et a été fixé dans l'objectif Ambition 2030. Sans entrer dans les détails du rapport, j'attire l'attention sur les enjeux opérationnels et industriels concernant les programmes inscrits dans la nouvelle loi de programmation militaire. Je pense que nous devons associer de plus en plus les petites et moyennes entreprises de taille intermédiaire de la défense au programme de la loi de programmation. Par exemple, le programme Batsimar, qui repose sur des bâtiments peu armés. Son volume, sa simplicité technique pourrait être l'occasion de le confier à des PME ETI du secteur défense. Enfin, concernant l'objectif prioritaire du maintien en conditions opérationnelles, un audit du ministère des Armées est en cours aujourd'hui pour la marine. Je recommande pour celle-ci le maintien des pratiques efficaces actuelles qui ont d'ailleurs inspiré la réforme du MCO aéronautique. Je propose également de saisir l'opportunité d'accroître l'emploi des systèmes de maintenance intelligente ou prédictive. Dans tous les cas, la loi de programmation prend en compte la croissance des besoins de financement du MCO de la marine et pour 2019, les autorisations d'engagement passent de 2 à 4,7 milliards d'euros pour le MCO. L'objectif, je le rappelle, est bien sûr de redresser les taux de disponibilité de certains matériels, notamment les hélicoptères NH90, et de rénover les équipements dont la durée de service doit être prolongée afin d'éviter des ruptures temporaires de capacité comme les SNA de classe Rubis. Mais la modernisation de nos forces navales ne doit pas être que capacitaire, elle doit être aussi humaine. Le véritable défi des ressources humaines, c'est aujourd'hui de fidéliser les recrues. Les principaux enjeux du plan famille que j'ai évoqué tout à l'heure sont les suivants. Améliorer les infrastructures d'hébergement de nos marins. Développer les conditions de connectivité à l'Internet, sur terre comme en escale. Favoriser les mobilités des marins dans le cadre de leur mission. Soutenir les mesures en cas d'absence opérationnelle du marin, garde d'enfants, priorité d'accès aux crèches, accès des familles aux sites militaires. Le levier de fidélisation dépendra aussi de la nouvelle politique de rémunération avec une revalorisation des activités opérationnelles. Permettez-moi de saluer la mise en application du plan stratégique Mercator de la Marine nationale, que voici. Ce plan doit permettre à nos forces navales d'incarner une marine d'emploi, prête au combat, en pointe dans l'innovation technologique et qui compte sur chacun de ses marins. Le système du double équipage, par exemple, permettra de répondre à des besoins d'accroissement de l'activité des bâtiments tout en maîtrisant celle des marins. Et si la vigilance est requise pour les ressources humaines, qu'il me soit permis de souligner qu'il en va aussi de même pour la gestion des stocks de munitions. Face à un durcissement des opérations de combat en mer, le plan Mercator appelle effectivement à une politique d'entraînement intensif au tir de munitions complexes. Or, les stocks de munitions complexes sont insuffisants. Les arbitrages capacitaires des années passées ont rendu très difficile la croissance des stocks par rapport aux besoins. Nous devons également saisir toutes les opportunités qui se présenteront pour mettre en place des filières de production françaises dans des capacités clés. Par exemple, des filières de production de bouées acoustiques ou de drones pour équiper tous les navires permettraient de consolider notre base industrielle. Nous disposons des compétences technologiques pour cela. Enfin, je crois aussi que certaines demandes de crédit pour nos forces navales doivent être déconcentrées. La marine, comme l'armée de terre et l'armée de l'air d'ailleurs, doit pouvoir décider de certains financements qui lui sont propres. Last but not least, permettez-moi de faire un dernier point sur le futur de notre groupe aéronaval. Madame la ministre des Armées a annoncé lors du salon Euronaval le lancement d'une phase d'étude de 18 mois pour la construction d'un nouveau porte-avions. Je m'en réjouis. Mais les auditions menées pendant le programme de financement 2019 indiquent que d'ici 2020, c'est 35 à 100 millions d'euros qui sont consacrés à ces études. Le calendrier de ce programme emblématique et indispensable que représente le porte-avions est donc contraint. Je pense que nous devons rester vigilants. Un sous-financement des études préalables serait regrettable. Je souhaite aborder maintenant la question de la guerre des mines, qui est la partie thématique de mon rapport. La Marine nationale dispose d'un savoir-faire unanimement reconnu avec des chasseurs de mines tripartites et des équipes de plongeurs démineurs. La guerre des mines renvoie aux menaces contemporaines qui s'accroissent et prennent des formes de plus en plus diverses.
Une mine peut être employée aujourd'hui à partir de technologies innovantes au profit de puissances majeures, jalouses de leur souveraineté. Une puissance peut en effet choisir de protéger ses eaux territoriales en posant des mines furtives dans les eaux internationales. Ce type de mouillage défensif démontre que la souveraineté peut s'appliquer au détriment du droit international. La Russie, la Chine, développent des mines modernes dans cet objectif de réaffirmation de leur puissance. Une mine constitue aussi un moyen, si j'ose dire, bas de gamme et rustique pour la guerre asymétrique. Les Houthis au Yémen sont parvenus à déployer au large de zones qu'ils contrôlent des mines fabriquées à partir de réfrigérateurs. Eh bien, face à ces capacités de guerre des mines développées par des acteurs étatiques ou non étatiques, où se trouve la France ? Premièrement, la France ne développe pas de nouveaux systèmes de mines et deuxièmement, la France planifie par la LPM le renouvellement de nos capacités de guerre de mines. En 2017, mon rapport pour avis sur le budget de la Marine nationale recommandait le développement des drones maritimes, en particulier les drones sous-marins. Eh bien, le programme de système de lutte anti-mines futur, SLAMF, qui est appelé à durer sur plusieurs décennies, repose justement sur la future commande de plusieurs modules de drones de guerre de mines. Compte tenu des évolutions du contexte stratégique, le maintien de capacités de haut niveau dans la perspective d'engagement futur, dans des zones non permissives, nous oblige effectivement à repenser notre doctrine d'emploi et à renouveler nos capacités de guerre des mines. La doctrine française dans la guerre des mines applique simplement le concept de surveillance. Elle comprend des missions de dissuasion nucléaire, de surveillance des ports français et accompagne souvent les opérations de déploiement, par exemple dans le golfe arabo-persique, comme ce fut aussi le cas récemment au large de Djibouti. Et pour faire face à ces nouveaux déploiements, un saut technologique majeur s'impose. Dans un premier temps, la France a développé avec le Royaume-Uni le programme Maritime Mine Countermeasure, MMCM. Cet objectif, c'est de recourir à des drones dans des champs de mines pour laisser les navires habités à l'abri de la menace hors du champ de mines. Le programme MMCM privilégie ainsi le développement de drones de surface pour opérer dans les champs de mines, de drones sous-marins autonomes avec sonar à balayage latéral pour détecter les mines et enfin un robot téléopéré pour détruire les mines. Les premiers prototypes de drones sous-marins sont déjà en cours de test depuis le mois de septembre. Cet impressionnant système de systèmes du programme MMCM correspond à la valorisation de la LPM dans ses grandes architectures et coopérations technologiques. Cette démarche incrémentale est donc souhaitable par rapport aux traditionnelles ruptures technologiques et elle peut se faire à partir d'innovations apparues entre le début et même la fin du programme avec des capacités technologiques majeures qui sont appelées à durer longtemps. Je formule néanmoins plusieurs points de vigilance concernant le programme SLAMF. Le calendrier fixé en application de la loi de programmation militaire est très contraint. Les premiers modules de guerre de mines doivent être commandés dès 2020 pour être livrés en 2022, afin de sécuriser au plus vite les abords de nos bases de Brest et de Toulon. Le système SLAMF devra produire des modules de drones qui répondent aux besoins dans des zones contestées, donc en temps de crise ou en temps de guerre. Il comportera plusieurs types de modules opérables à partir de la mer ou à partir de la terre. Face à l'ambitieux système Remotely Operated Vehicle, ROV, qui est mis en place dans le MMCM, il existe aussi des alternatives de type Mine Killer qui apparaissent à la fois plus simples, plus éprouvées et plus robustes. Lors des arbitrages à opérer, il conviendra, je pense, de privilégier simplicité et rapidité d'exécution. Au niveau européen également, la coopération industrielle pourrait se réaliser autour des bâtiments mers, pilotant des drones et robots, cela en mutualisant les efforts avec nos amis belges et hollandais qui sont engagés aujourd'hui dans un grand programme de renouvellement. Justement, il est à regretter que l'équipe France, de notre base industrielle technologique de défense, qui a connu pourtant tant de succès à l'export ces dernières années, ait choisi la division, en particulier dans le cadre de l'appel d'offres du programme commun guerre des mines belgeo-néerlandais. Ces rivalités, par exemple, entre Thales et Naval Group, peuvent être préjudiciables pour la suite du programme SLAMF, si d'aventure la DGA venait à choisir le même type de bateau-mer que les Belges et les Néerlandais. Ce programme SLAMF me paraît donc emblématique de la demande de consolidation de la filière industrielle française.
En conclusion, je crois que la France doit démontrer de l'audace et faire preuve de vigilance. De l'audace car nos forces navales sont inventives pour répondre aux défis de la mer agitée que représente notre environnement international. Notre base industrielle et technologique de défense dispose également de compétences qui peuvent être exploitées dans le cadre du renouvellement et de la modernisation de nos forces navales. Les programmes lancés dans le cadre de la première annuité de la loi de programmation militaire concrétisent cette volonté d'audace. Les programmes doivent se développer avec une plus grande incrémentation des innovations issues d'expérimentations technologiques. Nous pouvons aussi espérer que l'audace d'une coopération européenne forte dans ce secteur de la défense permettra de bâtir une véritable Europe de la défense, à la fois autonome et complémentaire vis-à-vis de nos partenaires de l'OTAN. Enfin, vigilance, car nos forces navales actuelles sont le fruit d'années de sous-investissement dus aux précédentes lois de programmation. Des bâtiments en rupture temporaire de capacité, des ressources humaines sous tension permanente, des infrastructures existantes négligées ne sont plus acceptables dès lors que l'on doit assurer une surveillance permanente sur toutes les mers et tous les océans. Notre souveraineté sur notre zone économique exclusive en dépend. Les crédits du projet de loi de finances 2019 permettront donc de répondre à cette exigence si le budget est exécuté avec la plus grande rigueur. Il faudra pour cela aussi une vision d'avenir, militaire, bien sûr, mais aussi industrielle, grâce à laquelle la France aura une crédibilité politique et des capacités opérationnelles qui deviendront incontestées et incontournables. J'ai en mémoire une phrase de Sénèque, Monsieur le Président. « Lorsqu'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est le bon. » Pour moi, la France sait dans quelle direction elle navigue. J'émets donc un avis favorable à ce budget 2019 pour la Marine nationale. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Quelques questions. Christophe Lejeune. Merci, Président. Merci, monsieur le rapporteur, pour votre exposé. Les frontières terrestres, en particulier des îles, mais surtout des zones maritimes, sont contestées par la Chine, en mer de Chine. Sa présence renforcée à Djibouti et en mer Méditerranée démontre son intérêt pour d'autres territoires. La France possède la deuxième surface maritime mondiale. La complémentarité bateaux, avions et satellites s'avère de plus en plus nécessaire. L'augmentation des budgets que nous avons alloués à la LPM répond à cet environnement. Pour autant, n'avons-nous pas perdu trop de temps lors de la décennie passée? Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, vous nous avez bien décrit le programme pour la guerre des mines. Les programmes peuvent-ils incorporer facilement de nouvelles innovations? Vous savez que les boucles technologiques sont de plus en plus courtes et donc le temps du programme, de nouvelles innovations sont accessibles dont on ne connaissait pas l'existence quelque temps avant. Notre modèle de gestion, d'ingénierie autour de ces innovations peuvent-ils intégrer facilement cela? Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué dans votre propos le doublement, dédoublement des équipages, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire, sur les frégates à venir, qui est une bonne nouvelle, à l'instar de ce qui se fait déjà pour les sous-marins, les équipages bleus et rouges, qui permettra effectivement d'avoir pour les équipages une meilleure lisibilité, notamment quant à leur déplacement, à leur départ en mission, qui est une bonne chose et qui s'inscrit aussi dans le plan famille. Mais quelle est la disposition concrète dans le budget que vous rapportez 2019 qui permet de penser que ce sera mis en œuvre dès l'année prochaine? Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour votre rapport. Justement, vous avez choisi de focaliser votre attention notamment sur la guerre des mines. Une petite question autour du Yémen. Vous savez qu'en juillet dernier, il y a eu une conférence internationale à Paris et la France, à cette occasion, avait proposé une forme d'offre de service pour déminer les alentours du port d'Hodeïda. Est-ce que vous savez, lors de vos auditions, est-ce que vous avez pu évoquer ce sujet? Et est-ce que vous savez s'il y a une forme de programmation opérationnelle en fait en la matière ou une offre de service plus concrète? Merci.
Merci Président. Monsieur le rapporteur, permettez-moi une question d'actualité, puisque Madame la ministre Florence Parly vient d'annoncer le lancement des études d'un futur porte-avions. Donc on peut penser que les études rentrent plutôt dans le cadre du budget 144. Néanmoins, je voulais savoir si dès l'année prochaine, des crédits étaient prévus au titre de la marine. Merci Monsieur le Président. Je rebondirai sur la question de Mme Pouzireff. D'abord, je tiens à saluer le rapporteur pour son excellent travail sur les questions de la guerre des mines, qui sont effectivement essentielles face aux nouvelles menaces, mais aussi effectivement pour nos SNA et SNLE. Ça a été très bien rappelé. Une question effectivement par rapport à l'intervention de la ministre hier au Salon Euronaval sur les études amont pour le futur porte-avions. D'après les auditions que vous avez pu mener, Monsieur le rapporteur, à votre avis, doit-on aller vers plutôt une solution de catapulte électromagnétique US sur étagère, avec toutes les dépendances que ça comporte et les restrictions qu'on connaît, ou plutôt développer une solution nationale, qui serait évidemment une solution pour un seul bâtiment, et donc consentir un investissement important pour ce faire? Président, Monsieur Lejeune nous a posé une question sur avons-nous perdu beaucoup de temps? La réponse, il la connaît, bien sûr que oui. Pendant les années qui ont précédé, nos prédécesseurs ont négligé un certain nombre d'aspects. Nous avons eu des réductions temporaires de capacité dès 2009-2010 et la loi de programmation militaire, justement, a bien montré que nous avions perdu du temps. Alors, il y a eu un relâchement coupable. Aurions-nous fait autrement compte tenu du contexte? Je ne sais pas, mais en tout cas, le résultat est là. Donc maintenant, il faut se remettre au travail. Ensuite, nous avons M. Jacques qui nous a parlé de l'innovation à intégrer, notamment en matière de guerre des mines. Écoutez, moi j'ai passé 35 ans dans une industrie qui était l'industrie informatique. Le renouvellement de la technologie dans l'industrie informatique se faisait tous les ans. Et donc j'aurais pu attendre chaque semestre l'ordinateur suivant plutôt que d'en acheter un, parce qu'à un moment donné, je savais qu'il y en avait un qui arrivait derrière et qui allait être encore plus moderne que le précédent. Donc oui, il faut faire attention, parce qu'à un moment donné, on finira par ne jamais rien fabriquer. Donc l'important, c'est de construire des systèmes dont on sait à l'avance qu'ils auront besoin d'être, je dirais, remplacés. C'est dans ce sens-là, notamment, qu'on commence à concevoir les nouveaux bâtiments, de façon à savoir qu'on va pouvoir remplacer l'informatique des frames, les technologies des frames, de manière régulière. En ce qui concerne la guerre des mines, je crois que quand on a lancé le programme MMCM, on avait, et je l'ai vu par exemple chez l'industriel ECA, un drone, un robot sous-marin qui faisait 200 ou 300 kilos avec un type de sonar. Aujourd'hui, le même industriel nous dit « je peux faire la même chose avec un sonar qui pèse 3 fois moins ». Ne pourrait-on pas l'inclure? Alors, je pense qu'il faut à ce moment-là distinguer deux choses. Dans la phase de prototypage et d'expérimentation, c'est pas grave que le drone, les premiers drones qu'on va livrer dans le cadre de MMCM soient 300 kg, puisque ce qu'on va tester, c'est pas tellement le poids des drones, mais les fonctionnalités qu'ils remplissent. Et ensuite, bien sûr, il faudra décider à ce moment-là d'exploiter la meilleure technologie possible pour le programme futur. Ce qui revient d'ailleurs à remettre en cause une certaine façon de procéder de la DGA, et notamment l'idée de construire des programmes de manière unique, sans phase de prototypage. On en a beaucoup discuté avec Joël Barre. Il est tout à fait d'accord pour dire qu'il faut probablement prévoir des programmes qui ont une phase de prototypage. Et au bout de cette phase de prototypage, nous validons les principes d'action, mais ensuite on choisit une phase de développement et de commande avec des équipements qui, eux, sont bien sûr plus à jour que ceux de la phase de prototypage. J'ai répondu à votre question. Monsieur Le Gac m'a interrogé sur le doublement des emprises, je crois, des équipages. Voilà. Alors, justement, un point que je n'ai pas souligné, un truc amusant, on va dire ça comme ça. Quand on double un équipage, il faut penser à une chose toute bête, c'est qu'il faut aussi penser à construire des bâtiments pour accueillir les équipages. Car 25 à 30% des marins, hommes ou femmes, dorment et habitent sur le bâtiment lorsqu'il est à quai. Les jeunes célibataires, par exemple. Et donc, quand on aura deux équipages, il faudra trouver un moyen de loger
à terre ceux qui, avant, restaient sur le bâtiment. Premier point. Deuxièmement, dès 2019, il est prévu d'équiper normalement deux frégates en mode double équipage. Nous avons déjà d'autres bâtiments que des sous-marins qui sont en mode double équipage. Je pourrais vous donner le nom précisément si vous me laissez le temps. Dans le compte-rendu de la commission. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Goutfarb, le Yémen, sur le port d'Odéda, alors je ne me rappelle plus, je crois que ce point-là ne nous a pas été confirmé. Je sais que nous avons fait des propositions. C'est quelque chose dont nous avons déjà l'expérience, hein, comme je l'ai cité dans mon rapport. C'est une opération qui avait déjà été faite au large de Djibouti dans le passé. Donc nous sommes bien sûr, je pense que la marine française est disponible pour ce genre d'intervention. C'est pas quelque chose qui va se décider de manière bilatérale, je pense. Donc ça va être plus compliqué que ça. Madame Pouziref, crédit 144 concernant les études du porte-avions, c'est dans le programme 144 en effet. Je ne crois pas qu'il y ait de budget dans le programme autre 178. D'accord. Enfin, Monsieur Larseneur, sur le porte-avions, eh bien, je laisse de côté le nombre de catapultes et le nombre de porte-avions. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'une interopérabilité forte avec la marine américaine parce que nous avons les mêmes catapultes que nos amis américains. Les porte-avions américains et français sont les seuls à avoir des catapultes. Donc ce sont les seuls à avoir la possibilité d'envoyer des avions lourdement chargés, soit, je dirais, en carburant, soit en armement, et donc leur donnant une capacité opérationnelle bien plus forte que les avions qui décollent des porte-avions n'ayant pas de catapulte, qui donc forcément sont moins chargés, ont moins d'essence ou moins d'armement. Donc je pense que la catapulte est quelque chose d'essentiel pour renforcer les capacités du porte-avions. Le débat sera bien sûr de savoir si nous devons profiter de l'expérimentation et de l'expérience de nos amis américains sur les catapultes EMALS, donc électromagnétiques. J'aurais tendance à penser que oui, parce que le coût de développement de catapultes de même type serait, je pense, prohibitif par rapport au coût même du porte-avions lui-même. Rappelons quand même que nous avons pu tester sur le porte-avions... au témoin d'un doute, le porte-avions américain Bush, je crois, lors d'une opération Chesapeake, d'accord, l'interopérabilité, puisque nous avons envoyé le groupe aéronaval aux États-Unis s'entraîner à l'appontage et à la qualification des officiers, c'était au milieu de l'année. Donc la capacité des Rafales à décoller des porte-avions américains était bien sûr simplifiée, puisqu'ils avaient l'habitude des catapultes. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, pour toutes ces questions et ces réponses. L'armée de l'air, Monsieur.